En Occident, Aristote étudia comme Empédocle et d'autres le sujet des éléments. De lui est issue la fameuse présentation des propriétés qui les unissent deux à deux. La chaleur est commune au feu et à l'air, l'humidité à l'air et à l'eau, la fraîcheur à l'eau et à la terre, et la sécheresse à la terre et au feu. Cette présentation amorce l'étude de la complémentarité des forces. Il est nécessaire toutefois de la développer afin qu'apparaissent toutes les relations que les éléments entretiennent entre eux. Fraîcheur et chaleur sont contraires l'une à l'autre, comme le sont sécheresse et humidité. Le feu est le producteur initial de la chaleur, qui est ensuite relayée par l'air. Mais l'eau, par une activité particulière, tempère naturellement les excès du feu, qui est son élément contraire, et régule la chaleur. Les excès d'humidité, de fraîcheur et de sécheresse sont régulés d'une manière analogue, par l'élément contraire à celui qui les produit initialement. Nous pouvons donc placer les quatre éléments de la manière suivante, dans quatre arcs. En effet, nous pouvons affirmer que le feu producteur de chaleur tempère la fraîcheur, que l'air producteur d'humidité tempère la sécheresse, que l'eau productrice de fraîcheur tempère la chaleur, et que la terre productrice de sécheresse tempère l'humidité. Mais ce n'est pas tout. Dans le corps, l'excès d'activité du feu génère de manière caractéristique la soif. La réponse corrective à celle-ci est apportée par l'air, élément équilibrant entre le feu et l'eau, et qui est aussi humide. L'excès d'activité de l'air produit la faim, dont la réponse est d'ingérer de la substance, de la terre, autrement dit de se nourrir. L'excès de l'eau produit la frilosité, qui est compensée par la production de chaleur. Enfin, l'excès de terre amène la fatigue. Celle-ci se corrige naturellement par une fluidification, une liquéfaction. La solubilisation que l'eau amène décristallise et dissout les tensions responsables de la fatigue. Un troisième placement vient ainsi compléter les deux précédents. Celui-ci met en avant quatre paires d'éléments sur la signification desquels nous reviendrons. Feu, eau, eau, terre, air, feu et terre, air. Les quatre arcs, le petit carré et le grand carré, sont les trois polarités qui différencient l'action des éléments. Les arcs sont la polarité neutre. Le grand carré est la polarité positive et le petit carré la polarité négative. La polarité positive d'un élément est toujours constructrice. Elle assemble et produit. La polarité négative est au contraire décomposante. Elle désassemble. La polarité neutre, quant à elle, est conservatrice. La meilleure manière d'approcher les actions de ces trois polarités dans le corps est d'étudier la description des méridiens d'acupuncture et des organes auxquels ils sont reliés. C'est donc maintenant ce à quoi nous allons nous intéresser. Les méridiens énergétiques.
4 parties anatomiques distinctes concentrent naturellement l'activité des éléments dans le corps. La tête concentre l'activité du feu, la poitrine celle de l'air, l'abdomen celle de l'eau, et les jambes celle de la terre. Cette subdivision générale correspond aux 4 classes de trajets énergétiques qui, dans la médecine chinoise, sont appelés méridiens organiques. Les méridiens yang de pied émergent de la tête et vont aux pieds. Ils canalisent le principe du feu. Les méridiens yin de main émergent de la poitrine et vont aux mains. Ils canalisent l'air. Les méridiens yang de main débutent aux mains, pénètrent l'abdomen et se terminent à la tête. Ils canalisent l'eau. Enfin, les méridiens yin de pied débutent aux pieds, parcourent les jambes et se terminent à la tête. Ils canalisent le principe de la terre. Chaque classe ici citée regroupe 3 méridiens différents qui expriment dans l'organisme les 3 polarités positives, neutres et négatives. Le feu dans sa polarité constructrice est véhiculé par le méridien de l'estomac. Ce dernier concerne l'aspect producteur de l'estomac, avec la production d'acide chlorhydrique. La fonction de la vésicule biliaire reflète, elle, la polarité conservatrice du feu. Elle ne produit pas elle-même la bile qu'elle stocke. Au travers enfin de la fonction excrétrice des reins, fonction indispensable à la survie, le méridien de la vessie représente la polarité destructrice ou éliminatrice du feu. La circulation sanguine apporte aux tissus ce dont leurs cellules ont besoin pour se développer. Cette fonction constructrice de l'air relève du méridien du péricarde, enveloppe du cœur. Le méridien dit du cœur s'occupe, lui, de la remise en circulation des éléments qui n'ont pas été absorbés par les tissus ou qui ont été rejetés par eux. C'est une polarité neutre qu'il représente. Et parce que les poumons sont le carrefour essentiel de l'évacuation des déchets aériens, du gaz carbonique notamment, le méridien des poumons exprime la polarité négative de l'air. Le méridien de l'intestin grêle véhicule la polarité positive du principe de l'eau. En passant la paroi des intestins dans laquelle les digestions se concentrent, les substances digérées sont rendues disponibles pour servir à l'élaboration de nouveaux tissus. Le méridien du gros intestin concerne le système digestif et le côlon, en tant que réceptacle neutre de ce qui, provenant de l'estomac, n'a pas été assimilé et n'est pas passé au travers de la paroi de l'intestin grêle. Il identifie une polarité conservatrice et neutre. Le méridien triple réchauffeur exprime, lui, la polarité destructrice de l'eau, au travers des déchets issus du sang, globules rouges décomposés et essoufflés, que la rate recueille. Les globules blancs, stockés particulièrement dans la rate, à laquelle ce méridien est relié, sont aussi considérés comme des destructeurs. Le foie assure une extraordinaire capacité de construction biologique, et le méridien qui lui correspond exprime la polarité formatrice, constructrice de la Terre.
Le méridien des reins concerne, lui, le rôle conservateur que ces organes jouent pour l'ensemble de l'organisme. Parmi les substances qui à chaque instant transitent par les reins, certaines sont évacuées par l'urine, alors que d'autres, destinées à être retenues, sont bel et bien gardées dans le corps. La polarité de ce méridien est neutre, conservatrice. Enfin, pour terminer, le méridien dit de rate-pancréas exprime une polarité destructrice que reflète le pouvoir décomposant des enzymes digestives pancréatiques. Je voudrais faire remarquer ici que la destruction, autrement dit le négatif, n'est pas le mal dans l'univers. La polarité destructrice, qui désassemble, a son rôle à jouer, comme chacune des deux autres. Il doit être parfaitement clair qu'aucune des trois polarités n'est mauvaise. Chacune, selon les lois universelles, a sa mission à remplir. Ce sont par ailleurs ces trois polarités que signifient dans l'hindouisme et les courants orientaux Brahma le créateur, Vishnu le préservateur et Shiva le destructeur. L'élimination ou l'excrétion, qui sont l'expression de la polarité négative, sont des phénomènes naturels et légitimes. Le lecteur reconnaîtra que ce qui est issu d'une destruction, en tant que particule ou élément séparé de l'ensemble dont il faisait partie jusque-là, est potentiellement disponible pour être utilisé dans une nouvelle construction. On construit avec des éléments qui ont auparavant été détruits. Observons la nature et la vie autour de nous. Des éléments de l'univers sont maintenus et conservés, et même accumulés. Cela exprime le mode d'action de la préservation. D'autres éléments sont assemblés. Cela exprime le mode d'action de la construction. D'autres éléments enfin sont désassemblés et libérés de l'ensemble auquel ils appartenaient jusque-là. Cela montre le mode d'action de la destruction. Où se situe le mal dans ces phénomènes? L'une de ces polarités est-elle le mal? Celui qui s'intéresse à l'histoire des conceptions découvrira que ces trois polarités ont été décrites de bien des manières dans les traditions. Elles sont par exemple les principes philosophiques du sel, du soufre et du mercure, des alchimistes médiévaux, alchimie occidentale, ou bien encore ceux du plomb, de l'argent et du mercure, de leurs homologues chinois. Dans la science ayurvédique de l'Inde, on les retrouve dans les trois humeurs Kapha, Pitta et Vata. Plaçons maintenant les 12 méridiens organiques à leur place respective dans le schéma circulaire. Le soleil central représente le 5e élément, celui que l'Occident appelle souvent éther et l'Orient Akasha. Comme il a été dit, cet élément est l'origine des 4 et les complète. Dans la médecine chinoise, c'est le couple de méridiens Yenmo et Tumo, parcourant les faces ventrales et dorsales de l'être humain, qui joue pour les 12 méridiens organiques le rôle du 5e élément. C'est pourquoi nous avons placé ces deux méridiens au centre des 12. Ces deux méridiens, étroitement reliés, sont appelés aussi vaisseaux conception et vaisseaux gouverneurs. Ils sont d'une grande importance dans les pratiques de la médecine chinoise. En effet, tous les méridiens organiques se réfèrent à eux et ont des échanges avec eux.
Les pratiques taoïstes visant à créer la fameuse orbite microcosmique et à développer la vitalité s'appuient sur la relation de ces deux méridiens avec tous les autres. Les 12 cases autour du Soleil central représentent les 4 éléments dans les 3 polarités, mais chacune véhicule, à l'image d'un canal, un flux dont elle peut échanger le contenu avec les autres cases. Cela signifie que ce flux, dont l'origine provient du Soleil central, est partagé par les 14 méridiens. Ce que transporte chaque méridien peut s'échanger avec les autres. C'est pourquoi il existe des méridiens ou trajets énergétiques qui peuvent se former, reliant un point appartenant à un méridien à un autre point appartenant à un autre méridien. Des couplages et relations particulières se forment, prenant comme relais les points appartenant à chacun des 14 méridiens fondamentaux.